Merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection, Kiosque, ce magazine d'analyse d'actualité politique en République démocratique du Congo, à la une de cette émission, élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale ont été élus et installés hier mercredi 22 mai 2024. Désormais, Vital Kamerhe va conduire à la destinée de cette chambre basse du Parlement. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir quels sont les défis qui attendent ces bureaux. Analyse et commentaires avec notre invité. Il s'agit donc de Ben Kayembe. Ben Kayembe, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Bonjour, merci beaucoup, cher confrère, pour cette invitation. C'est toujours un plaisir lorsque nous sommes invités pour échanger ou analyser, scripter l'actualité sur Kiosque. Mais d'entrée de jeu, permettez-moi de relever un fait ici, parce que nous allons parler, bien évidemment, de l'Assemblée nationale, mais il faut aussi relever un cas de ce qui se passe au Congo central. Aujourd'hui, les Congolais attendent, vous savez que dans plusieurs provinces, il y a eu des élections des gouverneurs, mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas encore en fonction. On ne sait pas qu'est-ce qui bloque, il faudrait qu'il y ait une date de remise et reprise, mais jusqu'à preuve du contraire, rien n'a été fait. Mais vous avez un cas très scandaleux au niveau du Congo central où les conseils d'État a annulé l'élection du gouverneur sans pourtant faire allusion à l'élection du sénateur. D'abord ça. Oui. Ce sont des élections qui se sont déroulées les mêmes jours, avec les mêmes bulletins. On a fait les dépouillements ensemble. S'il y a eu tricherie, c'est qu'il y a aussi tricherie pour le cas des sénateurs. Parce que les mêmes députés qui ont voté pour le gouverneur, les vice-gouverneurs, c'est les mêmes députés provinciaux qui ont voté pour les sénateurs. D'abord, ça, c'est un fait. Mais en deuxième lieu, vous avez les conseils d'État qui violent aujourd'hui la loi électorale, parce que la loi électorale stipule qu'en cas d'annulation des élections, les élections doivent être organisées dans les 7 jours qui suivent. Mais aujourd'hui, les conseils d'État demandent que les élections soient organisées 60 jours après. Donc aujourd'hui, la province du Congo central va rester 2 mois pendant que les autres seront investis. La province du Congo central va rester, donc Guiband va rester en fonction pendant 2 mois jusqu'à attendre l'organisation des élections. On se demande sur quel texte les conseils d'État s'est basé pour amener la province du Congo central dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Congolais attendent les institutions pour demander à ceux-là de réaliser des choses en faveur de la population. Mais cette justice dont le chef de l'État a toujours décrié, qui est très malade, continue encore à jeter de l'opprobre sur son propre image. Mais les conseils d'État avaient donné un certain nombre d'éléments qui ont conduit à cette annulation, notamment la corruption, les irrégularités constatées lors de ces élections. Vous ne voyez pas que cette problématique remet sur la sellette la question même de la crédibilité de ces élections? Certes, aujourd'hui, on peut relever les irrégularités, mais en termes de décision. Oui. Mais c'est à la justice d'appliquer la loi. Aujourd'hui, les textes parlent de 7 jours, lui parle de 60 jours. Il s'est basé sur quel texte pour nous amener à 2 mois encore? Vous imaginez qu'aujourd'hui, les Congolais sont presque assoiffés, sont presque impatients aujourd'hui de voir les institutions en place, y compris au niveau national qu'au niveau provincial. Mais aujourd'hui, le Conseil d'État va jeter aujourd'hui les marbres, va jeter les piliers d'un glissement qui ne dit pas son nom. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Guy Badou, qui était déjà à la porte de sortie, va rester gouverneur pendant 2 mois. C'est énorme, chers confrères, c'est énorme. Et pendant ces 2 mois, vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on attend la remise et reprise, on est presque irrédevable devant la population. Ça veut dire que donc, lorsqu'on pose la question, on dit non, j'expédie les affaires pour avec cette fameuse phrase, tout le monde reste impatient de voir les nouvelles têtes arriver au sein des institutions pour qu'enfin nous réclamons ce qu'il faut à ces dirigeants. Mais vous optez pour quoi pour le moment? Qu'il y ait annulation également des élections sénatoriales? J'aurais voulu, que s'il y a eu corruption et irrégularité, il y en a eu pour tous les cas. On a ni l'élection des sénateurs, on a ni l'élection du gouverneur. Est-ce que vous avez des preuves qui donnent des motifs substantiels de faire croire qu'il y a eu réellement on a connu ces problèmes avec l'élection au niveau national, où avec un même bulletin de vote, on a voté pour les députés, les mêmes bulletins, on a voté pour le président de la République. On vous dit que les députés ont triché, mais le président de la République n'est pas concerné par cette tricherie. Mais non, c'est quand même absurde. C'est le même cas avec la province du Congo central. Vous n'allez pas dissocier
Parce que l'élection s'est déroulée au même moment. S'il y a eu corruption, il y a eu corruption à tous les niveaux. Il y a eu tricherie à tous les niveaux. Donc il faut annuler les deux scrutins à la fois. Donc, Ben Kayembe prône aujourd'hui qu'il y ait la remise en question des élections présidentielles, de gouverneurs des sénateurs. Mais revenir sur ce qui a été fait, ce serait quand même être illusionnaire. Aujourd'hui, nous parlons plus précisément du cas du Congo central. Ce qui s'est passé avec la présidence, on a déjà avalisé, on est déjà passé. Il faut voir la réalité en face. On ne peut pas y revenir, ça serait peine perdue d'en parler sur ces plateaux. Mais je pense que le Conseil d'État devait, tant soit peu, revoir sa décision. Si possible, de respecter les textes légaux qui disent que les élections doivent être organisées dans les 7 jours qui suivent la date de la signification de cet arrêt par les concernés. Élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, comment interprétez-vous ça? Bon, encore qu'en termes de forme, certes, il faut l'appeler élection, mais nous, les savants, si nous regardons bien, nous fouillons, j'ai vu certains parler aussi d'appeler ça nomination, parce que les députés sont arrivés pour tout simplement parachever le travail déjà commencé en coulisses. Parce que vous avez vu vous-même avec quelle célérité on a bypassé derrière certaines étapes. On a fait semblant de poser la question à l'Auguste Assemblée. Pourtant, tout en sachant que personne n'accepterait encore à ce stade d'écouter les discours. On a qu'à faire avec les discours, on a qu'à faire avec les projets. Tout ce qui compte, c'est ce qui a été décidé dans un fait privé, qu'on a mené dans les institutions de la République, et puis on doit avaliser, et puis c'est parti. On n'a écouté aucun discours. Aujourd'hui, certes, les Congolais, c'est une représentation des Congolais, on devait quand même entendre les idées. Mais Christophe Mbosso avait donné des motifs qui ont prévalu. Pour gagner du temps, il a fallu procéder ainsi. Est-ce que ce temps-là, c'est nous qui l'avons perdu? C'est pas nous. C'est à cause de leur tractation qu'ils nous ont fait perdre du temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la démocratie a ses exigences aussi par moment. On ne peut pas aujourd'hui parce qu'il faut voir comment les députés l'ont fait avec spontanéité pour comprendre qu'ils n'ont rien à faire avec ça. L'essentiel pour eux, c'est qu'on a choisi X, on a choisi Y pour être à sa place. Et puis les à côté, on ne va pas en parler. Mais ce qui intéresse les Congolais aujourd'hui, c'est de savoir quelle serait la priorité de cette Assemblée nationale. Comment elle va fonctionner? Qu'est-ce qu'elle se donne comme moyen? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que les Congolais attendent que l'Assemblée nationale doit mettre, que l'Assemblée nationale doit voter comme loi pour favoriser les attentes du peuple congolais? C'est ça la grande question. Mais on n'a pas eu l'occasion d'écouter celui qui va aujourd'hui diriger ces perchoirs. On n'a pas eu le temps d'écouter les différents projets, les ambitions qu'ils ont en termes de loi, ainsi de suite. On ne sait pas aujourd'hui critiquer ou, je vais dire ici, analyser sur ce que sera la priorité de ces bureaux définitifs qui viennent d'être installés. Mais vous parlez de la nomination au sein de ces bureaux de la Chambre basse du Parlement, mais quand même, il y a eu un duel serré au poste du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale où on a vu Constant Muntamba, mais également Dominique Mounongo, qui ont eu à compatir, mais malheureusement, c'est Dominique Moulongo qui l'a emporté. Vous ne voyez pas que ces duels prouvent à suffisance qu'il y a une division au sein de l'opposition parlementaire? Je ne parlerai pas de division, ce sont des illusions ceux qui en parlent, mais la grande question que je me pose, on n'a pas écouté Madame Moulongo, on n'a pas écouté Constant Moutamba, on a voté sur base de quoi? C'est la grande question qu'il faut se poser. Parce que s'il faut dire, il faut parler de la division. Mais ils sont déjà connus, les candidats sont connus. Mais ils sont connus comment? Ils sont connus comment? Est-ce qu'on les a écoutés? Les textes prévoient qu'on doit écouter les candidats. Mais on ne l'a pas fait. On a même stipulé pour qu'on écoute ne serait-ce que ces deux-là, pour pouvoir bien les départager. Ça n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, on a voté Madame sur base de quoi? C'est la grande question qu'il faut se poser. Ce n'est pas ces semblants de démocratie qu'on va accepter pour dire écoutez l'opposition. Ces discours de l'opposition divisée n'est plus qu'à de ces régimes ou de la majorité. Mais on devait aussi se poser la question. On a bypassé les étapes, mais on a voté sur base de quoi?
Posez ces questions-là à ces députés qui ont voté, Madame Moulongo, ou qui ont voté Constant Moutamba, vous posez la question. Il suffit seulement d'avoir réussi un mot d'ordre XY ou d'avoir réussi quelque chose en contrepartie. C'est par là qu'on vient faire un choix. Mais sans pourtant voir les vraies réalités, ou sinon les potentiels, ou sinon les compétences qu'a cette personne qu'on vient voter. Oui. Ça, on n'en tient pas compte. Mais vous parlez des défis, mais également de priorités qui attendent ces bureaux. Mais l'opinion a quand même l'impression que les députés ne s'occupent pas de la sécurité, de l'eau, de l'électricité, mais également des états des routes. Vous ne trouvez pas qu'il faut donc résoudre ces paradoxes pour également amener les vrais problèmes de la société au niveau du Parlement tel qu'installé aujourd'hui? D'abord, ces problèmes ne commencent pas lorsqu'on installe les bureaux ou lorsqu'on valide les pouvoirs des députés. Oui. Ces problèmes commencent d'abord à partir des types de députés que les Congolais ont élus lors des élections. C'est la grande question. Les problèmes commencent par là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais choquer plus d'un, mais il faudrait le dire, on a des députés qui sont élus, ne sachant pas qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas. D'abord, il a dit Chancelo Gopamba, il est allé, l'autorité morale lui a dit, écoutez, je vais peser de mon poids, écoutez, je vais te trouver de l'argent, et puis, paf, il est élu. Lorsqu'il arrive, il vient d'abord apprendre. Il fait ses premiers pas. D'abord, un député, il s'est dit, bon, l'essentiel pour moi, c'est d'abord d'avoir une vie confortable. Il cherche d'abord les moyens. Il faut voter qui donne des moyens là-bas? Non, ici, un tel a dit autant, un tel a dit autant. C'est d'abord tout ce que les députés cherchent. Vous avez entendu ici... servir... Vous avez entendu ici le chef de l'État. Quand il a reçu les députés, il y a des députés qui ont demandé des véhicules. Ça veut dire que pour un député, ben écoutez, parce qu'il faut qu'on se le dise, il y a des députés qui sont arrivés, qui sont venus des provinces. C'est pour la toute première fois qu'il arrive à Kinshasa. Oui. Il n'a jamais eu de véhicule en province. C'est un monsieur qui était peut-être un enseignant, mais qui a eu l'occasion d'être élu au niveau des provinces comme député national. Il arrive à Kinshasa. D'abord, qu'il doit se trouver une bonne maison. Il s'est dit, bah, écoutez, dès que j'arrive, j'ai lourd, j'ai pas de véhicule. Il y a peut-être un collègue qui va lui dire, bon, moi j'en ai, moi j'ai été ministre, je donne ça. Mais écoutez, ces gens-là, la première des choses qu'ils cherchent, c'est se mettre dans une vie confortable. Et l'intérêt de la population viendra, bien évidemment, l'intérêt de la population viendra en second lieu. Oui. Ça veut dire, il arrive, il se tape d'abord une très belle maison, des véhicules et tout ça, il faut amener les enfants, il faut faire un tour pour la première fois en Europe, aller au cabinet, voir comment les députés défilent chaque jour pour demander des autorisations. Ça veut dire qu'il doit d'abord réaliser ses rêves à lui. Oui. Quand vous rencontrez un député aujourd'hui, vous lui posez la question, en termes de propositions, qu'est-ce que vous allez amener? Parce que tout ce qu'un député peut faire, il doit l'accoucher sous forme de propositions de loi pour l'intérêt de la population. Qu'est-ce que vous avez déjà dans votre gibecière que vous allez proposer aussitôt le bureau définitif installé? Il n'y a rien. J'aurais appris qu'il y a Constant Moutamba qui parle toujours des propositions de loi un peu populistes, entre guillemets. Vous avez aussi, peut-être ce que je peux saluer ici, peut-être c'est la proposition que j'ai suivie de l'honorable Steve Mbikaï qui dit qu'il faut commencer par la SNEL. Ça, tous les Congolais seront d'accord qu'on doit quand même avoir des réponses sur les réalités en termes d'électricité en RDC. Parce qu'aujourd'hui, on en souffre énormément. Moi, par exemple, je venais d'habiter dans un quartier, on a fait presque 6 mois. Il n'y avait pas d'électricité pour un problème de 120 mètres de câbles. Vous trouvez ça normal? La SNEL, après 6 mois, est en incapacité de fournir 120 mètres de câbles. Mais non, on vous dit qu'il faut mettre la pression. Comment on fait la pression? Mais face à la qualité de l'homme dont vous faites allusion, faudra-t-il admettre aujourd'hui qu'il se pose un problème d'homme? Parce que l'homme, c'est le rouage du mécanisme qui engendre les développements. Mais avec tout ce que vous avez évoqué, est-ce qu'il se pose réellement un problème d'homme en République démocratique du Congo? Bien évidemment, je l'ai toujours dit sur ces plateaux, que cette classe politique est totalement obsolète. On doit revisiter cette classe politique. Certes, les gens ont crié sur le renouvellement de la classe politique, qu'on a tantôt confondu avec les rajeunissements de la classe politique. On pense qu'on a beaucoup de jeunes, on a renouvelé la classe politique, pourtant ce n'est pas ça. L'idéologie reste la même, l'état d'esprit reste la même, les objectifs de détournement, d'enrichissement illicite au détriment de la population restent la même. On n'a pas réussi à renouveler cette classe politique. Donc, un problème d'homme se pose. Ça veut dire que quand vous regardez la configuration,
moi, je vais aller peut-être à l'extrême, être très radical. Lorsque vous regardez l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales, elles ressemblent totalement à l'Assemblée nationale. Lorsque vous regardez le Sénat, oui, il ressemble totalement à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je ne sais pas quand on va regarder le gouvernement, est-ce qu'il ne va pas ressembler totalement aussi à l'Assemblée nationale ou au Sénat? C'est comme si on ne fait rien, absolument. Dites-moi, quels sont ces messieurs qui estiment être capables de proposer des édits au niveau provincial, des lois au niveau national, et aller en deuxième lecture au Sénat, toujours la même personne, et être en mesure d'être gouverneur à la fois. Donc ça veut dire que on a violé les mœurs congolais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans l'erreur, on ne se sent même pas mauvais. On ne s'inquiète même pas. Mais voilà pourquoi la révision constitutionnelle a sa raison d'être pour ne serait-ce qu'assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles. Mais la révision constitutionnelle, encore qu'il faudrait juger de l'opportunité. Oui. Nous sommes d'accord, la Constitution, tout d'abord, elle est révisable. Ça, ce n'est pas une infraction, ce n'est pas une violation de la loi, elle est révisable. Mais c'est quoi l'opportunité? On doit nous prouver les failles de la loi qu'on veut modifier aujourd'hui et les avantages de la loi. Les failles, vous l'avez évoqué récemment. En tout cas, à ce que je sache, oui, la représentation... Vous savez aujourd'hui, certes on dit légalement que ce que la loi n'interdit pas est autorisé, oui, mais la morale, elle, les lois qui nous édictent la morale qu'il faut avoir ne sont pas écrites. Ces lois-là, on les respecte de telle façon qu'on a été éduqué, qu'on a été élevé, la morale de la société. Oui. On l'a à nous. Il ne s'agit pas de lois. Ça dit, c'est dit, ben écoutez, je suis député national, provincial, sénateur, sous-gouverneur, mais qu'est-ce que j'ai fait finalement? Oui. Pourquoi? Comment on peut avoir les ambitions pour tous les niveaux? Ça dit qu'aujourd'hui, comme la loi n'interdit rien, on peut avoir un chef de l'État qui postule comme député provincial, comme député national, comme sénateur, mais il sera élu. Oui. Et puis il est président. On a vu des candidats présidents de la République être à la fois partout. Oui. Eh bien, si vous arrivez à être élu partout, vous faites comment? Quelles sont ces ambitions que vous avez, vous seuls, pour proposer partout? C'est-à-dire que même si on parle de révision des lois, mais aujourd'hui, on doit juger de l'opportunité de cette révision des lois. Il ne faudrait pas que, lorsqu'on parle de la révision, les gens en abusent. Encore que, lorsqu'on regarde cette configuration. Regardez aujourd'hui l'image que nous donne le Sénat. À l'époque, nous, on le savait, le Sénat, c'est une chambre des sages. Oui. Quand vous voyez le Sénat, c'est teinté des gens qui ont vécu l'histoire du Congo. C'est teinté des gens qui ont un certain niveau de l'expérience pour juger des questions sensibles. C'est-à-dire, lorsque l'Assemblée peut s'emporter rapidement, le Sénat, au sein de ses commissions, il a déjà expérimenté. C'est comme par exemple, la législature passée, on avait par exemple la commission de sécurité et défense au niveau du Sénat qui était gérée par le général Baramoto. Le général Baramoto, c'est un monsieur qui maîtrise la sécurité de la RDC. Depuis le temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que lorsqu'ils sont en train de réfléchir autour des questions de sécurité, c'est un monsieur qui a quand même des choses à dire sur la sécurité, la défense de la RDC. Oui. Mais aujourd'hui, quand on regarde la configuration, oui, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à force de ne pas avoir de la place pour certains héritiers des familles au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée provinciale, on a amené ces partages de gâteaux même jusqu'au Sénat. Revenons un peu aux élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le pesanteur politique a bloqué l'installation du bureau définitif. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe est élu. Faut-il admettre que c'est une grande victoire pour Kamerhe, car il a fait bien évidemment un grand parcours depuis sa sortie de la prison centrale de Makala. Ces derniers regagnent le perchoir de l'Assemblée nationale après 18 ans. Votre analyse? Alors, il faut dire que, bon, je ne sais pas, selon les décomptes, on parle de 15 ans. Mais bon, pour lui, c'est une victoire. Ça veut dire qu'il en a tant rêvé, il faut le dire. Oui. C'est une maison qu'il maîtrise très bien. Déjà, il sait ce qu'il faut faire parce qu'il vous a toujours dit, quand j'étais à l'Assemblée, j'ai multiplié les salaires et tout ce qui va avec. Mais après, la grande question qu'on se pose, certes pour lui,
il a reçu un pari. Mais après, je me dis, lorsque ce choix a été fait au niveau interne, est-ce qu'on a parlé des motivations, des ambitions? Est-ce qu'on a... On l'a fait sur base de quel choix? Sur base de quels critères, par exemple, j'allais dire? Certes, il est intelligent, on le sait, il maîtrise l'histoire du Congo, il maîtrise les fonctionnements. Mais bon, après, quels ont été les critères qui ont poussé l'Union sacrée à dire, par exemple, que pour ces 5 ans, l'homme idéal, ce serait Vital Kamerhe? Pendant que vous savez aujourd'hui, lorsque nous sommes journalistes, on ne laisse pas certains faits au hasard. Tout en venant ici, j'ai rencontré un certain groupe, on l'appelle les marchands généralement, qui discutaient, qui sont d'un parti politique bien connu, qui disent, hier à la base, il y a eu des tensions, les gens disent, les députés IDPS ont été corrompus pour laisser Kamerhe. Je me dis, mais comment un parti politique a du mal même à communiquer à son sein? C'est quand même regrettable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des frustrés dans un coin qui ne comprennent rien de ce qui a été fait. Ça veut dire que personne n'est à mesure de nous dire aujourd'hui. Mais par là, vous ne voyez pas que les partis politiques ont aussi un rôle hautement pédagogique à jouer, qui consiste à expliquer le méandre politique à ses membres, à ses militants. Aujourd'hui, parce qu'on en a parlé lorsqu'on a on célébrait le multipartisme, aujourd'hui, les partis ne font plus ce travail pédagogique. Aujourd'hui, les partis politiques sont devenus comme des maisons de marabout. Ça veut dire qu'il faut arriver par là pour monter directement, sauter les échelles, sauter les escaliers, sauter des étapes. Ça veut dire que vous pouvez arriver dans un parti politique, il suffit que vous puissiez plaire à l'autorité morale, paf, après des mois, vous êtes nommé quelque part. Donc, à la place d'aller chez les marabouts, on va dans un parti politique très rapidement, sans maîtriser même l'idéologie de ces partis, on en fait presque rien. Donc, je disais ici que c'est bien pour Kamerhe, parce qu'il a gagné un pari. C'est bien pour l'INC, parce qu'ils estiment qu'ils ont combattu les bons combats et que ça a porté les fruits. C'est bien pour eux. Mais après, pour la RDC, qu'est-ce que... Moi, j'aimerais bien, je suis vraiment... je meurs d'envie d'écouter ces premiers discours du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. J'aimerais bien savoir, son esprit est basé... Qu'est-ce qui tourne dans son esprit? Qu'est-ce qu'il pense pour l'avenir des Congolais? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a une élection, les Congolais sont là, ils croisent les bras, ils attendent, ils ne savent pas à quoi cette assemblée va s'atteler en premier lieu. Donc, je ne vais pas ici mettre le chari avant le bœuf. On va attendre, écouter ces premiers discours, ces premières plénières dirigées par Vital Kamerhe pour enfin faire des conclusions. Ben Kayembe, parlons maintenant d'Mbosso. Malgré les contestations, malgré également la clameur publique, vous avez vu certes, après les orientations données par le chef de l'État, on a vu Caroline Bemba être écartée de la course. Même les députés nationaux Vita Kouira avaient dit au président de la République, le peuple est prêt de voir les retours du Covid-19, mais pas les retours d'Mbosso au bureau de l'Assemblée nationale. À la dernière mouture, on voit toujours le nom d'Mbosso au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Vous ne voyez pas que, d'autre part, c'est une déception pour la majorité parlementaire, mais aussi, il y a en Goussouroche quelque chose qui ne va pas. Bon, au regard des résultats des votes, oui, ce serait contradictoire de dire qu'il y a eu déception, parce que Mbosso a tourné autour de 371 voix. Oui. Sur les 413 présents dans la salle. Donc, je me dis, s'il y a eu déception, il y avait, on devait peut-être voir Mbosso tourner autour de 200, 260, quelque chose comme ça. Mais il était laissé la compatir. Mais bien évidemment, il y avait possibilité, même chez Vital Kamerhe, on a vu des bulletins nuls. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont arrivés aux urnes, qui n'est pas d'accord avec ça. Il y a eu 36 bulletins nuls. Ça veut dire qu'il y a eu 36 députés qui ne sont pas d'accord avec la tête de Vital Kamerhe au niveau du Perchois. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de la candidature de Mbosso, mais bon, non seulement je ne voudrais pas réfléchir ici comme quelqu'un de la rue, parce que dans la rue on dira, écoutez, Mbosso, on sait pourquoi on l'a laissé là-bas, c'est le choix du chef, et ainsi de suite. Mais moi je réfléchis à ceci.
Les gens disaient, mais pourquoi on ne pouvait pas voir Mbosso au gouvernement, pourquoi on ne pouvait pas faire ceci? Eh bien moi, je pense que Mbosso a quand même servi, lorsqu'on regarde l'après Mabunda, Mbosso a quand même servi. Je crois qu'à l'époque, moi j'ai les surnommé les casseurs de jeux. Mbosso a réussi à juguler, à maintenir les députés. Vous imaginez qu'il a géré cette Assemblée nationale avec autant de pression? Ça veut dire qu'à tout moment, la décision était devenue monnaie courante. Ça veut dire à tout moment, lorsque vous êtes en désaccord, on parle d'une pétition. Mais il a quand même réussi à juguler ça. Je pense qu'avec cette expertise, raison pour laquelle on a souhaité le voir dans ces bureaux définitifs. Peut-être pour ça. Mais après, s'il faut voir d'autres considérations, avec ce qui se rencontrent, je ne voudrais pas confirmer sur des spéculations, qu'on ne voudrait pas voir les classiques, par exemple, le membre du présidium, ainsi de suite, se retrouver au niveau du gouvernement. Les voir tous, peut-être, on peut prendre 2 ou 3, mais les prendre tous au niveau du gouvernement, ça va être compliqué. Mais Mbosso n'a plus un endroit où aller se caser, c'est de rester là-bas. Mais Mbosso avec sa gestion théâtrale de l'Assemblée nationale, qui ne faisait que promettre au président de la République une présidence à vie, hein, Ben KMB. Pensez-vous que Vital fera le contraire? Vous ne voyez pas que... C'est de la coutume. Après son échec au niveau de primaire organisé par l'Union Sacrée, Mbosso n'arrive pas toujours à digérer sa défaite. Bon, tout est communication. Lorsqu'on regarde les attitudes d'hier de Christophe Mbosso, j'ai vu un Christophe Mbosso très content, très soulagé. Je n'ai pas vu un Christophe Mbosso frustré. Avoir déjà son arrivée hier, c'était un Christophe Mbosso très confiant. J'ai vu comment il est arrivé avec une escorte qui ressemblait à une escorte à la soviétique là. J'ai vu que c'était un Mbosso qui était en confiance. Pour lui aussi, c'est un pari gagné. Ça veut dire qu'il voulait y être. Oui. Il y est. C'est un pari gagné pour lui et son parti politique. Ça veut dire que Mbosso serait frustré, je crois que non, parce que j'ai d'ailleurs vu la joie. J'ai vu Mbosso manquer de mots lorsque dans la cité, il est allé jusqu'à 300, 350, on citait que son nom. J'ai vu Mbosso sourire aux lèvres, donc comme on dit, sourire pepsodent. J'ai vu Mbosso très souriant, très confiant. Mais c'est parce qu'il est casé quelque part, comme vous l'avez souligné. Non, mais non seulement le fait qu'il est casé, parce que vous avez soulevé un fait comme quoi il serait frustré, mais je ne crois pas que Mbosso est frustré. En ce moment-ci, l'Union Sacrée, et je peux dire ici, il y a quand même un accalmie au niveau de l'Union Sacrée. Il faut voir maintenant qu'est-ce qui va se passer au Sénat, parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, à l'Union Sacrée, il vous reste un Jean-Pierre Bemba, dont on ne connaît pas encore la caserne. Il y a Bahati, bon, Samaloukonde, ce n'est plus un secret des polichinelles. Nous apprenons que le Sénat lui serait réservé à lui seul. Il n'y a pas de concurrent jusqu'à preuve du contraire. Pas d'autres ambitions aussi. On croit que tout va aller au bon fixe. Mais maintenant, il faut se poser la question, où serait Bahati, où serait Augustin Kabouya. Donc, il y a encore des questions qui vont se poser quant à ça. Nous espérons que pour les postes qui viennent, on aura aussi des primaires pour le Sénat. Ben KMB, faudra-t-il admettre aujourd'hui que la structure actuelle de l'Union Sacrée pour la Nation révèle une distribution complexe des sièges au niveau de l'Assemblée nationale avec plusieurs blocs voulant bien évidemment maximiser leur influence sur place ou sur terrain? Voilà, je crois que vous faites allusion aux plateformes. Parce que la manière dont, parce que on a vu, hein, malgré, il a fallu que le président de la République puisse donner des orientations et voir, il a émis le vœu de voir également le ticket qui a été présenté avant soit revu pour intégrer, mais également la province orientale qui avait beaucoup d'élus, mais avec ces changements, vous ne voyez pas que c'est aussi une manière de maximiser leur influence sur terrain? À voir aujourd'hui, parce que on l'a beaucoup entendu, que le chef de l'État ou sinon, ce régime n'a pas bien travaillé parce qu'il avait une majorité qui n'était pas
acquise à sa cause tout naturellement, que c'était une majorité qui a basculé, ainsi de suite, que cette fois-ci, le chef de l'État va avoir sa majorité et que le chef de l'État va travailler calmement. Mais à voir ce qui se passe, je ne suis pas prophète des malheurs, mais je suis tenté de dire c'est l'Assemblée nationale qui fera beaucoup de chantage à ces régimes. Parce que je crois que le chef de l'État l'a senti déjà, oui. Parce qu'il a pris quand même un ton un tout petit peu menaçant vers les députés pour leur dire, écoutez, je n'hésiterai pas. Si vous allez continuer avec ces allures de la législature passée, où à chaque fois, il faudrait qu'on vous donne de l'argent pour voter telle loi, il faudrait qu'on fasse ceci pour voter telle loi, je n'hésiterai pas à dissoudre cette assemblée. Ça veut dire que le chef de l'État s'est senti un tout petit peu menacé. Parce que voir le chef de l'État descendre jusqu'au niveau où il est obligé de parler avec les députés, c'est quand même aussi assez compliqué. Hein. Mais il y a des modalités pour arriver là, arriver à la dissolution. Oui, mais il y a des modalités aujourd'hui. S'il faut voir cette configuration, à l'époque c'était compliqué parce que vous savez, Tambo Mamba et puis Mabunda c'était quand même compliqué. Mais aujourd'hui, Vital Kamere, c'est vraiment un fervent défenseur de la réussite du mandat du chef de l'État. Je crois qu'il va faire ses lits facilement. Et même si c'est ça Maloukon au niveau du Sénat, je crois que ce sont des gens qui vont obéir facilement au chef de l'État. Ils peuvent le faire même à l'absence de la plénière. Il peut convoquer les deux bureaux et puis les deux bureaux vont valiser. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les chefs de l'État s'est senti, malgré qu'il a cette majorité, à plus de 450 députés, mais il se sent quand même menacé parce que j'ai comme l'impression qu'on ne sait pas canaliser cette majorité qu'on a obtenue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à mesure de voir AAP faire des chantages, on est à mesure de voir tel parti faire des chantages. Donc c'est quand même aussi assez compliqué. Les chefs de l'État est descendu jusqu'à parler avec les députés. C'est quand même compliqué. Ce qui voudrait dire également que si plus tard, les chefs de l'État propose telle proposition de loi ou fait ceci, si ça ne marche pas, il sera obligé encore de le faire. Parce qu'aujourd'hui, le président ne sait pas maîtriser les députés, c'est quand même aussi compliqué. Oui. On vous dit, lorsqu'il se parle, ça ne marche pas. Écoutez, même au niveau du présidium, au niveau du président, le collectif des présidents des plateformes de l'Union sacrée, ils vous disent qu'il faudrait que les chefs de l'État lui-même tranchent ses problèmes. C'est quand même assez compliqué. Comment on va continuer pendant les 5 ans avec une législature qui montre déjà ses premiers pas d'être très farouche avec ces partages de postes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces recoupements sont faits dans l'idée d'avoir un poids numérique et faire la pression pour obtenir quelque chose. Vous avez vu, Bahati était obligé de céder, Bemba également était obligé de céder pour laisser la place aux autres. Mais s'il faut émettre dans une même longueur d'onde que vous, peut-on dire que les tickets actuels est un ticket de la solidarité et non de la majorité? Bon, je doute fort que ça soit un ticket de la solidarité parce que c'est monnaie très rare. Hein, quand vous regardez tous ces propos qui ont été tenus, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Bitakwira, même si ça a été déjà fait, est-ce qu'au fond de lui, il est convaincu que c'était le ticket qu'il faut? Je ne pense pas. Ça veut dire que ces remords-là vont rester. Je pense qu'on ne va pas appeler ça solidarité parce que je ne crois pas qu'ils ont obtenu consensus. Certains ont voté malgré eux. Donc ça veut dire que faute de mieux, il n'y a pas un autre choix. C'est comme, on va dire, c'est quand même aussi à la soviétique. Hein. Donc on a mis de côté tout aspect démocratique pour avoir ces élections. Ça veut dire que déjà quand on parle d'élections, lorsqu'il y a des gens qui compétissent, mais aujourd'hui il n'y a pas de compétition. Mais on l'appelle quand même élection. C'est comme à l'époque. Attention, hein, pour les cas de Caméré, il y a eu primaire. Où il y a eu Bahati Mbosso. Je ne sais pas comment, pourquoi on va en faire une activité légale. C'est un fait privé d'ailleurs. qui a veillé à tout ce qui s'est fait en termes de ces primaires? Vous savez combien on a coulé en termes de frais pour obtenir ces primaires? Vous savez combien ces candidats ont donné aux députés? Combien ils se sont entrés dedans pour que, enfin, à ces primaires, qu'il y ait un candidat pour l'Union sacrée. Donc, j'aimerais ici dire que même quand on parle des tickets de solidarité, c'est encore à se demander, est-ce qu'aujourd'hui, tout cet ensemble, vous allez les voir. Oui. Il faut les accorder peut-être 6 ou 1 année, vous allez les voir, les députés ne traînent pas. Lorsqu'ils verront que les intérêts pour lesquels ils ont voulu mettre X, ça ne marche pas, vous verrez, ils vont remplir nos médias pour commencer à critiquer X,
à critiquer Y. On connaît leur mode de fonctionnement. Vous allez voir, ces mêmes regroupements politiques qui ne sont pas d'accord avec X vont commencer à critiquer le fonctionnement de ces... Même si donc on va chercher des voies et moyens pour jeter de l'opprobre sur la personne qui a ravi peut-être leur poste. Donc, ce n'est pas un ticket de la solidarité, c'est un ticket purement de l'hiver sacré. Ben Kaembe, parmi les priorités qui attendent le bureau de l'Assemblée nationale, il y a aussi l'investiture du gouvernement Soumouma, la mise en place des commissions permanentes et les contrôles parlementaires. Tout est au point mort aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et le peuple en paye le prix. Difficulté des mobilités, des routes délabrées, surchauffe des prix sur les marchés, insécurité, embouteillage, mais également tracasserie, pas d'électricité, comme vous l'avez dit tantôt, pas d'eau potable. L'opinion espère que le gouvernement soit essentiellement mis en place pour attaquer ces problèmes cruciaux qui rongent la société congolaise aujourd'hui. 5 mois après l'élection du bureau définitif, vous ne voyez pas que ce retard peut être aussi justifié ou donner des alibis pour une éventuelle révision de la Constitution? Déjà, vous avez commencé par élever des faits pour parler des priorités de cette assemblée. Je n'ai, jusqu'à preuve du contraire, je suis journaliste, je tourne des émissions régulièrement, j'ai fait des interviews avec des politiques. Je n'ai vu personne me dire exactement quelle est cette disposition constitutionnelle qui bloque aujourd'hui la baisse, par exemple, du taux. Ça, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas vu un politique me dire cette disposition légale qui bloque, par exemple, la baisse des prix des denrées de première nécessité au marché. Je n'ai pas vu ça. Donc, on doit épargner les Congolais de ces discours qui, par moments, dérangent les tympans des Congolais. Ça veut dire que sa télé, je propose d'ailleurs, par exemple, au bureau définitif de l'Assemblée, oui. Sa télé a des propositions de loi, à des contrôles parlementaires ou à des interpellations qui va, ne serait-ce que, tant soit peu, bouger ou sinon les côtés sociaux des Congolais. Ça veut dire qu'on peut voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... quelles sont les propositions de loi pour qu'aujourd'hui la production agricole, par exemple, soit relevée. Encore, il faudrait aussi ici demander au chef de l'État, même par ces services qui nous suivent, de dire au chef qu'aujourd'hui, à la ligne où vont les choses, il ne faudrait pas donner des ministères aux gens tout en se basant tout simplement aux moyens que ces institutions rapportent. Donc les gens disent facilement, non, Togopé, ça y est, ministère de l'Agriculture, parce que ministère de l'Agriculture, parce que dans le ministère de l'Agriculture, bon, ça parti politique. Mais non, attention, ces ministères-là peuvent aider les Congolais à améliorer les vécus quotidiens des Congolais. Les social des Congolais peut être amélioré par ces ministères de l'Agriculture. Mais on va dire, bon, les ministères, non, le chef de l'État aussi à son tour doit faire un effort pour certains ministères clés d'écouter la personne, ou sinon, la première ministre peut le faire. On doit savoir, les messieurs à qui on donne de l'agriculture, est-ce qu'il en a les compétences? Il doit ne serait-ce qu'avoir un projet, même à 20%, des idées même à 30%, de ce qu'il veut faire dans ce ministère de l'Agriculture. On ne peut pas aujourd'hui donner un ministère à un monsieur qui doit chercher des formations pour comprendre comment ce ministère fonctionne. C'est tout ça qui ralentit. D'une part, l'Assemblée nationale fera le travail de contrôler, fera le travail de proposer des lois qui vont aider l'amélioration des sociales. De l'autre côté aussi, on demande au chef de l'État et à la Première ministre de voir les compétences, les critères ou les projets que ces personnes ont pour les ministères dont on veut donner la responsabilité à ces messieurs-là. Mais la Constitution de la République
a été déjà entériné, hein, sans que les Congolais le plus ordinaire puissent en maîtriser les contenus. Mais vous ne voyez pas que les autorités devaient avoir toujours ces rôles-là hautement pédagogiques à jouer pour expliquer de fond à comble la Constitution, au lieu de préparer les esprits à la changer ou soit à la réviser. Moi, je pense qu'en premier lieu, le grand travail serait pour ces communicateurs, par exemple de la majorité ou des politiques, d'expliquer les vrais... Parce qu'on vit avec ces problèmes de communication. Il faut expliquer... Déficit communicationnel. Il faut expliquer les failles pour que les Congolais adhèrent à cette idéologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir tout simplement imposer une révision ou un changement aux Congolais sans pourtant leur montrer les vraies failles. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais, dans sa tête, il sait que les politiciens, c'est lui qui se sert en premier, et puis il ne voit même pas l'intérêt de la population. Donc, s'il y a blocage, ce n'est pas un problème de la Constitution, c'est un problème d'homme politique. Alors, si vous voulez vous dédouaner et jeter cet opprobre-là sur la Constitution, alors il faudrait faire un grand travail de communication. Montrer vraiment les déficits en profondeur. Parce que tout ce qu'on sait nous dire, c'est ces modes de gouvernance au nom semi-présidentiel, présidentiel, le chef d'État n'a pas tous les pouvoirs, mais non, on doit nous montrer de fond en comble ou à quel niveau ça bloque. Par exemple, je dis ici les taux de dollars, quelle est cette disposition qui bloquerait la RDC aujourd'hui à dédollariser son économie? Il n'y a pas une disposition constitutionnelle. Il s'agit tout simplement d'une volonté politique pour l'obtenir. Donc, aujourd'hui, parler de la Constitution, je ne sais pas si on va le garder comme ça pendant 5 ans, comme bouc émissaire, ou on va le garder comme ça, comme ce serait la responsabilité peut-être d'une probable échec, par exemple, de ces régimes, de ces 5 ans qui vont arriver, parce qu'avant c'était les FCC, c'était Kabila, c'est tout ça, c'était l'Assemblée nationale qui n'était pas acquise à la cause du chef de l'État. Mais maintenant, on a tout pour le chef de l'État. Évitons de trop parler de cette révision constitutionnelle, sinon, ça resterait comme une alibi du blocage du bon fonctionnement des institutions. Donc, pour terminer, faudra-t-il admettre aujourd'hui que les problèmes de la Constitution n'est pas un problème normatif, mais anthropologique? Bien évidemment, ça ne fait même pas partie des principaux problèmes de la RDC. Pourquoi en 5 ans passés, ça n'a pas posé de problème? Pendant même qu'il y avait beaucoup de blocages, pendant même qu'on a voulu faire basculer la majorité en cours de législature, on l'a fait, la Constitution n'a pas bloqué, n'a pas arrêté quelqu'un. La République continue à exister. Pourquoi aujourd'hui ça doit devenir un blocage? Pourquoi tout d'un coup ça doit devenir un blocage? Donc ce n'est pas d'ailleurs une priorité en termes de blocage aussi. Très bien. Ben Kayembe, nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Je remercie également Moro Djambé et toute l'équipe technique qui ont eu à réaliser cette émission, mais également les coachs Doudou Montiri, Hamilton Jacobi. On se retrouve prochainement avec les autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.